dans cette émission sont basés sur des faits réels. Seuls les noms, les dates et certains détails ont été changés. Cette émission s'adresse à un public averti. Dans cet épisode de Meurtres insolites, Happy Days, une petite ville tranquille en bordure de mer où habitent quelques 1300 personnes. Le seul crime majeur à s'y être produit, une tentative de vol de banque durant les années 90. Hazel? Mais le 12 mars 2012, un crime si atroce y est commis que toute la communauté est sous le choc. Centrale, on a un meurtre. Niché sur le littoral rocheux de la côte Est, Happy Days est un village idyllique reconnu internationalement pour ses chaudrées de fruits de mer. Cette communauté très unie se fait une fierté d'être accueillante et conviviale. Hazel est une veuve de 80 ans vivant avec son chat de 17 ans, Minou. Elle aime les romans policiers, la broderie, sa partie de cartes hebdomadaires et le porto. Brenda est une bénévole qui livre des repas aux personnes âgées comme Hazel. Inquiète de la sécurité d'Hazel, Brenda appelle le 911 pour signaler ce qui semble être un cambriolage. C'est la police? La plupart des criminels ne sont pas des professionnels. Ils suivent la loi du moindre effort. Ils attaquent les plus faibles. Et une femme âgée comme Hazel, frêle et malvoyante, est une cible parfaite. Bonsoir. Hazel? Il y a quelqu'un? Bonsoir. Hazel? Le corps d'Hazel a été frappé plusieurs fois. Une profonde cavité a été percée dans sa poitrine et son cœur a été retiré. Selon l'expérience que j'ai acquise au FBI, ce meurtre ressemble à un crime rituel. Ce qui a été fait au corps d'Hazel dépasse largement la simple intention de tuer. C'est ce qu'on appelle de l'acharnement. Et l'intention derrière ces gestes est sombre et tordue. Les enquêteurs passent la scène de crime au peigne fin. Ils découvrent sur un morceau de verre provenant de la fenêtre la moitié d'une empreinte de soulier. Sur un autre morceau de verre, les enquêteurs repèrent du sang séché. Les intrus pourraient s'être coupés en entrant dans la maison par la fenêtre. L'horrible meurtre rituel d'une gentille vieille dame de 80 ans a de quoi donner froid dans le dos. Les policiers locaux doivent faire attention de ne pas dévoiler les détails du meurtre. Bien sûr, ils veulent éviter que les gens paniquent. Mais au-delà de ça, comme il n'y a que le meurtrier qui connaît les détails, ils doivent éviter de nuire à leur enquête. Les experts identifient la paire de souliers à l'aide du motif unique de sa semelle, un soulier de course de taille 10. Une fois la scène de crime analysée,
l'ADN trouvé révèle un indice important. Si la majorité du sang retrouvé sur la scène est celui d'Hazel, celui prélevé sur un morceau de vitre provenant de la fenêtre arrière appartient à un homme. Les enquêteurs ont maintenant deux indices importants. Ils ont un type de soulier et ils savent qu'ils recherchent un homme. À Happy Days, il n'y a que 1300 résidents. Cela limite les recherches et les rend plus faciles qu'à New York, par exemple. De plus, le meurtrier a peu de chances d'être une personne âgée, considérant la force qu'il a exercée sur Hazel. Avec un meurtre rituel comme celui-là, le mobile est beaucoup plus difficile à identifier et il devient beaucoup plus important de créer un profil précis du tueur que dans la plupart des enquêtes d'homicide. Les policiers savent que le sang retrouvé sur la scène de crime est celui d'un homme. Et ils ont identifié l'empreinte d'une certaine marque de souliers de course. À l'aide de ces deux indices, ils commencent leur recherche. Les policiers locaux n'ont pas l'habitude d'enquêter sur des crimes majeurs, encore moins sur des meurtres rituels. Ils font donc appel à une psychologue behavioriste pour créer le profil du tueur. Les psychologues behavioristes permettent d'avoir une plus grande compréhension de la psychologie humaine dans des cas comme ceux-là. C'est exactement ce dont ils ont besoin parce qu'il ne s'agit pas d'un tueur ordinaire. Il s'agit d'un meurtrier qui a enlevé le cœur de sa victime et a bu son sang. Je ne suis pas un profileur, mais quelque chose me dit qu'ils ont affaire à quelqu'un qui a beaucoup, disons, d'imagination. La psychologue conclut que la personne qu'il recherche est très intéressée par l'occultisme et la sorcellerie. Et qu'il s'agit probablement de quelqu'un de solitaire, d'introverti et de discret. À l'aide de ce profil, un homme solitaire intéressé par l'occultisme portant des souliers de course de taille 10, les policiers lancent une chasse à l'homme. Les agents parcourent la ville et les alentours, prélevant des échantillons d'ADN sur tous les hommes entre 18 et 65 ans. Les honnêtes citoyens de Happy Days se font un plaisir d'aider les enquêteurs. Sachant qu'un tueur fou court les rues, les gens sont terrifiés. Plus vite les policiers le retrouveront, plus vite ils pourront dormir en paix. 5 jours après le meurtre d'Hazel, la ville de Happy Days, habituellement si tranquille, est bouleversée par une autre mort sordide. Un poissonnier nommé Glenn s'immole par le feu et saute du sommet d'un phare. Les policiers apprennent de la petite amie de Glenn qu'il sombrait parfois dans des états dépressifs et qu'il lui arrivait de devenir violent. Les journalistes s'emparent de l'histoire, allant même jusqu'à suggérer que Glenn aurait tué Hazel et qu'ensuite, torturé par la culpabilité, il se serait enlevé la vie. Il s'avère que le phare où Glenn s'est suicidé est à seulement quelques kilomètres de la maison d'Hazel. Cela suffit pour que les policiers obtiennent l'autorisation de fouiller sa maison. Ils y trouvent une note de suicide, ainsi que passage de la Bible faisant référence à un cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Une vieille femme se fait enlever le cœur et la note de suicide de ce gars fait directement référence à un cœur. S'il ne s'agit pas d'une coïncidence, je ne sais pas ce que c'est. Les policiers analysent toutes les chaussures de Glenn pour vérifier si l'une d'elles correspond à l'empreinte retrouvée sur la scène de crime. Les empreintes de souliers sont aussi fiables que celles des doigts. Les souliers de course ont tous des motifs particuliers. Dans une petite ville où il se vend moins de souliers, les recherches sont plus restreintes. De plus, quand les souliers sont usés, abîmés ou coupés, leur empreinte devient spécifique au pas et à la démarche de celui ou celle qui les a portés. Si l'empreinte d'un des souliers de Glenn correspond à celle retrouvée sur la scène de crime, bam, ils auront leur coupable.
Mais aucun des souliers de Glenn ne correspond à la dite empreinte. Il prélève de l'ADN sur son cadavre calciné, espérant découvrir une correspondance. Mais il ne trouve aucune preuve et l'ADN est différente. La fouille de sa maison n'a permis de retrouver aucune arme, ni aucun indice pouvant le relier au meurtre d'Hazel. Même si cela exaspère la police locale et les gens de Happy Days, Glenn n'est plus considéré comme un suspect. Bien sûr, il aurait été génial de pouvoir lui attribuer le meurtre, mais ça n'aurait pas arrêté le véritable meurtrier. Dans les enquêtes policières, les choses sont rarement aussi simples. Les enquêteurs doivent retourner à leur table à dessin et comme ils n'ont aucun autre suspect en vue, ils vont devoir entrevoir des scénarios beaucoup plus originaux. Le temps passe et les enquêteurs manquent de pistes. Ils tentent de se concentrer sur le type de personne qui aurait pu acheter les souliers portés par le tueur. Il n'y a qu'un détaillant dans un rayon de 80 km vendant ce type de souliers. Environ 57 paires de ces souliers ont été vendus par ce détaillant. Les policiers retrouvent les acheteurs par le biais de leurs cartes de débit et de crédit. Ils interrogent tous ceux qui ont acheté une paire de taille 10 et ils demandent des échantillons d'ADN. Mais tous leurs alibis sont confirmés et aucun ADN ne correspond à celui trouvé sur la scène de crime. L'enquêteuse James ne fait aucune percée. Toutes les pistes sont des impasses. C'est à ce moment-là qu'un enquêteur doit regarder dans sa boîte à outils et utiliser tout ce qui peut l'aider à élucider le mystère. À court de possibilités, les policiers décident de révéler les détails les plus atroces de l'affaire aux médias dans l'espoir d'obtenir des informations du public. Les médias peuvent s'avérer très utiles. Vous seriez surpris de voir le nombre de personnes qui savent des choses et qui ne réalisent pas qu'il s'agit d'informations pertinentes. Comme par exemple, le fait de connaître quelqu'un qui a un intérêt démesuré pour les vampires. Margot, une Française travaillant au père, se présente au poste et raconte aux enquêteurs un incident arrivé quelques mois plus tôt. Il s'appelle Alex. Alex? Margot l'a rencontré dans une fête. Allez, redonne-le-moi. Ils se sont mis à parler de leur passion commune pour les histoires de vampires. Et si tu pouvais en être une? Et vivre comme une vampire? Ce serait incroyable. Tu le ferais, non? Il se met à raconter en long et en large à quel point Happy Days serait un endroit parfait pour les vampires, parce que toutes les personnes âgées seraient des victimes parfaites pour qu'ils puissent se nourrir. Et que s'est-il passé ensuite? Il a voulu que je le morde dans le cou. Tu pourrais peut-être me mordre dans le cou? Pour commencer. Non. Il continuait de dire « Juste une croquée, juste une croquée ». Non, je ne veux pas te mordre dans le cou. Il commence à la supplier de le mordre. Non, non. Lâche-moi, espèce de tordu. Mais Alex continue d'insister. Juste une seule croquée? Incroyable. Je résume la situation. Un jeune du coin est obsédé par les vampires et pense que Happy Days est un terrain de chasse parfait parce qu'ils peuvent attaquer des personnes âgées et boire leur sang. Ensuite, il s'emporte et tente de forcer une jeune femme à le mordre dans le cou. D'accord. Il voulait que je le morde dans le cou. Margot a appelé la police, mais elle a ensuite décidé de ne pas porter plainte. Quand Margot voit le bulletin de nouvelles à propos d'une vieille dame poignardée dont le cœur a été enlevé et le sang drainé, elle se dit qu'elle ferait mieux d'aller parler aux autorités. Il est assez évident que l'enquêteuse James et son équipe doivent retrouver ce jeune obsédé par les vampires et vite. C'est la meilleure piste qu'ils aient, et de loin. Alex a 18 ans. Il adore tout ce qui a trait aux vampires et veut faire de l'animation quand il sera plus vieux. Il a eu une enfance sans histoire
Mais 4 ans plus tôt, son univers a basculé quand sa mère est décédée du cancer du sein. Alex a été dévasté et a eu beaucoup de difficultés à accepter la mort tragique de sa mère. Il s'est replié sur lui-même dans un monde imaginaire peuplé de vampires. Il se voit comme un incube romantique, capable de boire du sang humain et de vivre éternellement parmi ses amis vampires. Après la visite de Margot, les policiers interrogent Alex. Connaissiez-vous bien Hazel, la victime? Je ne connais aucune Hazel. Alex, la maison d'Hazel est l'une des seules du quartier où tu as tendu le gazon. Le père d'Alex lui rappelle qu'il y est allé récemment, à peine quelques semaines avant le meurtre. C'est vrai, j'avais oublié. Alors vous connaissiez la victime? Oui. Désolé. Il est significatif d'apprendre qu'Alex connaissait la victime et qu'il avait accès à elle. C'est ce qu'on appelle communément une opportunité. Les policiers demandent à voir tous les souliers appartenant à Alex. Les enquêteurs touchent le gros lot quand ils découvrent le même type de souliers de course qui a été utilisé par le tueur. Envoyez-les au labo. Tu vois qu'il a usé ici? C'est exactement la même chose là. Quand les semelles des souliers d'Alex sont comparées aux empreintes trouvées sur la scène de crime, la correspondance est évidente. Les enquêteurs peuvent l'arrêter, ce qui est une avancée majeure pour leur enquête. Mais ils doivent encore trouver des preuves concrètes reliant Alex au meurtre d'Hazel. Et le temps commence à manquer, car ils jouent contre eux. Ils ne disposent que de 48 heures pour les trouver. Autrement, le jeune sera libéré. Soit on trouve quelque chose, soit on le laisse partir. Quand les enquêteurs fouillent la chambre d'Alex, ils trouvent des carnets de croquis remplis d'images sombres et bestiales, suggérant une obsession pour les vampires et l'occultisme qui dépasse largement la curiosité normale d'un jeune adolescent. Dans son ordinateur, il trouve des liens vers des pages où il est question de gens qui boivent du sang et qui font des messes noires. Ensuite, les policiers trouvent enfin une preuve incriminante. Qu'est-ce que c'est? Ils trouvent une statuette de vampire recouverte de sang séché. Elle est immédiatement envoyée au laboratoire pour des tests d'ADN. L'obsession d'Alex soulève de gros doutes. Il devient évident qu'il n'a pas toute sa tête. Mais même si les dessins et les historiques de recherche sont incriminants, et plutôt de mauvais goût pour être honnête, ce ne sont que des preuves circonstancielles. Les enquêteurs ont besoin d'autre chose pour le coffret. Ils ont besoin d'une preuve tangible. L'ADN trouvé sur la statuette appartient à Hazel. Et l'échantillon d'ADN d'Alex, prélevé après son arrestation, correspond à celui trouvé sur la vitre brisée sur la scène de crime. J'aime le travail fastidieux d'une bonne vieille enquête. On parcourt le quartier et on parle à tous ceux qu'on croise. On cherche quelque chose, n'importe quoi. Parfois, on ne sait même pas ce que c'est. Mais on continue. On regarde sous toutes les pierres, puis boum! On fait une percée comme celle de Margot et l'affaire repart de plus belle. Il leur reste maintenant à comprendre comment Alex a procédé. Alex a attendu patiemment à l'extérieur de la maison d'Hazel le soir où il est venu la tuer. Il sait qu'elle habite seule parce qu'il tond son gazon. Et il sait qu'elle a l'habitude d'écouter la radio à plein volume.
Alex glisse le corps inconscient d'Hazel sur le plancher. Ensuite, il commence la tâche odieuse qui lui permettra d'obtenir ce qu'il est venu chercher. Le cœur d'une vieille femme. Je vais vivre pour l'éternité. Alex était un garçon tout à fait normal avec un casier vierge. Comment s'est-il rendu jusqu'à tuer une vieille femme? En vérité, je crois qu'il n'arrivait tout simplement pas à accepter la mort inattendue de sa mère. Soudainement, le monde des vampires et de l'immortalité l'intéresse. Peut-être qu'il avait lui-même peur de mourir, ou qu'il était en colère et qu'il voulait se venger. Alex est accusé du meurtre d'Hazel à peine une demi-heure avant qu'il ne doive être relâché. Il est reconnu coupable et condamné à la prison à vie. Pour certains, la frontière entre l'imagination et la réalité est très mince. On appelle cette frontière la santé mentale. Un enfant en apparence très sain d'esprit n'a pas digéré la mort soudaine de sa mère. Il a tenté de se créer un monde imaginaire qui lui permettrait de s'enfuir, mais ça n'a pas fonctionné. Les vampires n'existent pas. Si on boit le sang de quelqu'un d'autre, on ne vit pas pour l'éternité. Alex a appris à la dure que personne n'échappe à la réalité. Personne.